les participants, enfin les intervenants, ainsi que les participants. Je souhaite que c'est comme vous, que cette épidémie disparaisse et s'éteigne le plus vite possible pour le bien de la santé de tous nos concitoyens. نترحموا على الارواح تاع الناس اللي توفاو في هذا الوباء هذا. Et voilà, donc j'interviendrai en tant que vice-président national, en tant que président du bureau d'Alger. J'interviendrai en tant que pharmacien d'officine et en tant qu'ancien membre de la commission qui a eu à élaborer le projet de texte réglementaire concernant les compléments alimentaires. Je précise que ce projet de texte réglementaire n'est pas complètement achevé en termes de différentes étapes. Je donnerai tout à l'heure l'historique concernant ces différentes étapes. Donc, je me limiterai, et ça c'est très important, je me limiterai sur donc, les aspects réglementaires de ces compléments alimentaires, et vous verrez que c'est la nécessité donc et c'est très important pour qu'on puisse aborder ce thème-là. Donc, je reviens sur quelques définitions concernant les compléments alimentaires. Il faut savoir que, en ce qui concerne les compléments alimentaires, il y a un véritable vide juridique en Algérie. Les compléments alimentaires sont commercialisés, ils sont dispensés en officine et dans certains circuits de commercialisation. Ce vide juridique est dû au fait que dans la loi 0903 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, cette loi, dans son article 3, parle de denrées alimentaires. Les compléments alimentaires sont assimilés à une denrée alimentaire et la définition de cet article 3, c'est toute substance traitée, partiellement traitée ou brute destinée à l'alimentation humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à mâcher et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac. À partir de cette loi 0903, on a un décret exécutif, le décret du 25 mai 2012, qui fixe les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires. Dans ce décret exécutif, donc on parle, dans la partie additifs alimentaires, on parle des compléments alimentaires. Vous voyez que juridiquement, c'est très très peu encadré, pour ne pas dire du tout. Donc on traite des compléments alimentaires comme suit. On les définit comme des sources dans ce décret exécutif de 2012. On les définit comme des sources concentrées en vitamines et en sels minéraux, en éléments nutritifs seuls ou en combinaison commercialisés sous forme de gélules, comprimés, poudres ou solutions. Ils ne sont pas ingérés sous forme de produits alimentaires habituels, mais sont ingérés en petite quantité, dont l'objectif est de suppléer la carence du régime alimentaire habituel en vitamines et ou en sels minéraux. Pourquoi est-ce qu'on voit apparaître des compléments alimentaires depuis un certain nombre d'années, depuis que l'alimentation de l'homme a changé. On n'entendait pas parler dans les décennies précédentes. Maintenant, on entend parler. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une alimentation saine, d'une alimentation pratiquement bio, naturelle, à une alimentation industrialisée. Donc, ce qui se passe, sans rentrer dans tous les détails, ce qui se passe, cette alimentation industrialisée ou industrielle entraîne énormément de carences par rapport aux vitamines, aux nutriments que je viens de citer. Donc, on essaie de supplémenter, de complémenter cette alimentation. Donc, la trouvaille, ça a été de créer, de fabriquer et de commercialiser ces compléments alimentaires. Sous d'autres cieux, et on le verra tout à l'heure, ces produits-là sont encadrés juridiquement. Chez nous, pas tellement, puisque je viens de dire que c'est uniquement
à travers le décret exécutif du 25 mai 2012, qui a un article, un entrefilé, une ou deux petites lignes, donc qui nous parle des additifs, des compléments alimentaires. Il existe d'autres définitions qui sont intéressantes c'est-à-dire dont il faut parler. Je prends une définition qui est celle qu'on a retenue dans le projet de cadre réglementaire. C'est une denrée alimentaire qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seule ou combinée, commercialisée sous forme de gélules, comprimés, poudre, solution, pastilles, pilules, sachets de poudre, ampoules de liquide buvable et autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre. C'est la définition, comme je viens de le dire, qui a été adoptée dans le cadre du projet réglementaire. Ce qui est important, c'est que, par définition, un complément alimentaire ne peut avoir ni revendiquer d'effets thérapeutiques. Ça, c'est très important, c'est le principe de base d'un complément alimentaire. Sinon, si on n'est pas dans cette définition-là, on parlera de médicaments. Ce n'est pas le cas des compléments alimentaires. Donc, juste un rappel concernant les nutriments. Un nutriment, c'est une substance fournie par l'alimentation et utilisée par l'organisme pour sa construction et son fonctionnement. Il existe 7 nutriments, vitamines, protéines, probiotiques. Probiotiques, c'est-à-dire c'est ce qui contient des micro-organismes vivants, bactéries et levures, exerçant un effet bénéfique sur l'organisme. On a aussi les minéraux, les lipides, les glucides, les fibres et prébiotiques. Prébiotiques, ce sont des ingrédients alimentaires non digestibles tels que des fibres se trouvant dans les fruits, légumes, grains entiers qui stimulent la croissance des bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la définition d'un complément alimentaire qui ne pouvait avoir ni revendiquer d'effets thérapeutiques. Il y a aussi une chose qui doit être gravée, si je puis dire, dans le marbre presque, c'est que ces compléments alimentaires sont définis par des allégations. Je rappelle ce que c'est une allégation, c'est une affirmation de ce que l'on allègue, c'est-à-dire qu'on prétend que tel produit va donner tel effet. D'un point de vue réglementaire, c'est un message figurant sur certains emballages alimentaires ou accompagnant le produit pour de la publicité, qui fait état donc de propriétés sanitaires et ou nutritionnelles des aliments et de leurs composants. Ça, c'est un peu la définition de l'Agence de sécurité alimentaire française et de l'environnement. D'un point de vue réglementaire encore, donc une allégation est dite nutritionnelle quand elle fait référence à la teneur de nutriments dans un aliment. Par exemple, nutritionnel, on peut dire un complément est riche en calcium. Ça, c'est une allégation dite nutritionnelle. Une allégation, il existe aussi une deuxième, du point de vue réglementaire, une deuxième allégation, c'est l'allégation qui est dite de santé. Quand elle met en exergue un lien entre un nutriment ou un aliment et l'état de santé. Une allégation de santé peut revendiquer, par exemple, la diminution d'un facteur de risque ou celle d'un risque de maladie. Un simple exemple, c'est les oméga 3, par exemple, réduisent les risques cardiovasculaires. Ça aussi, c'est une allégation. Mais encore une fois, elle ne peut pas, cette allégation, comporter de mention thérapeutique, indiquant que tel nutriment prévient une pathologie ou la guérit. Donc, je voulais absolument qu'on fixe les principes de base du complément alimentaire, les définitions, ce qu'est un complément alimentaire, par quoi il est défini, pour faire la différence donc et ne pas empiéter sur le domaine du médicament. Donc, comment maintenant ces allégations sont-elles réglementées? Si on prend l'exemple européen,
les allégations font l'objet d'un cadre harmonisé à l'échelle européenne depuis 2006. C'est une autorité européenne de sécurité des aliments qui est chargée d'évaluer les allégations de santé avant la mise sur le marché. Donc c'est très important, il y a une autorité à l'échelle européenne continentale donc, qui donne son avis et qui est autorisée. Et c'est la Commission européenne qui établit le registre des allégations autorisées. Je prends cet exemple européen parce que c'est ce qui est à notre portée. On n'a pas l'habitude de prendre les exemples canadiens ou états-uniens. Donc, et vous verrez pourquoi je prends cet exemple-là. Alors, c'est la Commission, je disais, européenne qui établit le registre des allégations autorisées, c'est-à-dire qu'il existe un registre des allégations autorisées. On n'autorise pas n'importe quelle allégation. Pour le médicament, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle un enregistrement, une décision d'enregistrement, à travers donc le dépôt de tout un dossier très fastidieux, et à la fin de cet enregistrement, on a une décision d'enregistrement et ce qu'on appelle une AMM, ou en Algérie, une décision d'enregistrement qui permet aux médicaments d'être commercialisés et d'être dispensés, prescrits par le médecin et dispensés par le pharmacien. Donc, je reviens à ce registre des allégations autorisées. Donc, ce registre comporte une liste de 4600 allégations à l'échelle européenne. Le règlement européen exige une justification scientifique des allégations et une approbation préalable à toute mise sur le marché. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, encore une fois, pourquoi on a besoin de supplémentation nutritionnelle. C'est pour pallier une carence ou dans une optique d'amélioration des performances physiques ou cognitives du cerveau. Il peut y avoir un intérêt prophylactique ou thérapeutique, entre guillemets. Il existe notamment des supplémentations en vitamines A, vitamine C, D ou en minéraux. C'est une brève introduction que je fais et avec la réglementation sur les compléments alimentaires. L'ambition de cette intervention, c'est pas du tout de parler, d'approfondir sur un plan scientifique ou d'entrer dans une étude approfondie sur les compléments alimentaires. Je me limite surtout, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aux aspects réglementaires. Voyons maintenant le marché mondial, pour comprendre l'enjeu, le marché mondial des compléments alimentaires. Ce marché mondial est estimé, et c'est un chiffre qui est énorme, colossal, est estimé à 200 milliards de dollars. Quand on sait que pour le médicament, on est à l'échelle mondiale à peu près à 1000 milliards de dollars, ce qui représente pour les compléments alimentaires un pourcentage très important. On est à presque à 25% du marché du médicament à l'échelle mondiale. Ces chiffres-là, c'est IMS Health en 2016 qui nous les a donnés. Et ce marché jouit d'un business de santé très important, mais reste que c'est la pharmacie d'officine qui est le premier circuit de distribution avec un taux de distribution d'environ presque 60%. C'est un acte officinal de proximité, valorisant et responsable pour le pharmacien. Le marché algérien, moi j'ai cherché dans la littérature, j'ai cherché dans les textes, il n'y a pas de chiffres ni d'informations concernant ce marché algérien des compléments alimentaires, puisque c'est un marché qui s'est ouvert, qui s'est développé que très récemment, depuis, je peux dire depuis 3-4 ans à peu près, un peu plus peut-être. C'est-à-dire, mais ça reste que ce marché est en train, comme on le constate, d'avoir une croissance très importante, des gammes de plus en plus diversifiées,
et un éventail très large d'allégations de toute nature. Il explose presque littéralement, il est pris en charge par des importateurs et des distributeurs qui font fi de tout professionnalisme, d'autant que le vide réglementaire favorise tous ces écarts. Donc, l'importateur importe, bien entendu, il y a des distributeurs, le circuit est connu, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi il y a ce vide réglementaire. C'est-à-dire que, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais vous allez comprendre dans la présentation très succincte du projet sur lequel on a travaillé au sein de la commission du ministère de la Santé. Donc, il était nécessaire et très urgent de légiférer et de réglementer tout ça. Dans les pseudo-compléments alimentaires, il y a des pseudo-compléments alimentaires qui apparaissent sur le marché pour compenser les médicaments en rupture. Vous le savez très bien, chers confrères médecins, et chers auditeurs, qu'il y a depuis un certain nombre d'années donc des ruptures de médicaments. Le syndicat national des pharmaciens d'officine a recensé presque 230 à 240 médicaments, dont un peu plus d'une centaine qui sont en rupture totale et un peu plus d'une centaine aussi qui sont sous pression, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles en quantité suffisante et dans toutes les officines en Algérie. Donc je disais que quand il y a un vide, il y a des aventuriers donc qui veulent occuper ce vide-là. Et ce vide-là, moi j'appelle ça des pseudo-compléments alimentaires. Je cite le cas d'un médicament anthelmintique pour les vers. Donc il y avait pendant presque 2 ans une rupture de ce produit-là, vermifuge, et on voit sur le marché apparaître dans le même packaging presque un anthelmintique, enfin une allégation d'anthelmintique, donc, et qui est présenté comme étant presque le générique du produit qui était importé. Heureusement que ça a été signalé auprès des autorités sanitaires et que ce produit a été retiré du marché. Quelle est la situation actuelle par rapport à l'officine, par rapport aux compléments alimentaires dans l'officine? Il faut constater une chose, c'est que malheureusement, comme j'ai dit, il y a de l'importation, il y a de la distribution. Le pharmacien, en toute bonne foi, commercialise ou conseille des produits. Ces produits-là, donc, puisque le pharmacien s'approvisionne chez son fournisseur attitré de parapharmacie, de dermocosmétiques, d'orthèse et tous les produits qui sont autorisés à la vente en officine. À partir du moment où ces produits ont été autorisés sur le marché, il appartient aux autorités concernées, ceux qui donnent l'autorisation d'importation ou les autorités sanitaires, de se pencher sur le contrôle et la qualité de ces produits-là. Toujours est-il que actuellement, on a une multitude de produits, on n'a pas de traçabilité et très peu, malheureusement, de nos confrères sont passés par une formation. Il y a de l'auto-formation, bien entendu, mais une formation un peu académique sur une spécialité, très peu. C'est pour ça que la situation me paraît assez alarmante, puisque on a ces différents constats où il y a une absence ou une faiblesse de réglementation, un envahissement de produits de toute origine vantant des guérisons miraculeuses, soutenues par des publicités mensongères dans les supports médiatiques. On a vu que dernièrement, il y a une décision assez courageuse qui a été prise, c'est d'arrêter, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, la RAV, est intervenue pour arrêter ces publicités sur les pseudo-compléments alimentaires aux vertus miraculeuses.
Donc, on a aussi des boutiques, mais qui continuent à exercer, des boutiques de pseudo-herboristes. Je dis bien de pseudo-herboristes parce que on a connu depuis toujours, depuis longtemps, les herboristes, et c'est un métier tout à fait honnête. Et ces boutiques-là, teintées d'un peu de religiosité douteuse, trompent la crédulité des vrais malades en souffrance. Alors, dans tout ce marché, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en train de s'agrandir et de prendre une grande part, c'est que on assiste aussi à un point positif, c'est que certains laboratoires spécialisés et connus, c'est des laboratoires producteurs de médicaments, donc qui ont des normes, qui ont une qualité dans les bonnes pratiques de fabrication, se sont lancés dans la fabrication de ces produits-là. On peut leur faire confiance, même si la réglementation est insuffisante, on peut leur faire confiance, on préfère que ces compléments alimentaires soient produits par quelqu'un, une usine et un producteur qui fabrique des médicaments, parce que là, il est plus enclin à respecter les normes et à respecter le contrôle. À tout hasard, donc il y a récemment donc ces laboratoires pharmaceutiques algériens, sans faire de publicité, hein, je cite les laboratoires Mérinal ou Biopharm qui lancent la gamme Nutribio entre autres. Alors, on a vu donc ce manque de réglementation et ce vide juridique. Cela a poussé les autorités sanitaires et les pouvoirs publics à réagir rapidement. Nous avons participé en tant que syndicat national des pharmaciens d'officine à être des lanceurs d'alerte, à alerter sur ces dangers-là. Il y a eu un événement, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, il y a eu un événement en 2016 qui est celui d'un épisode malheureux d'un complément alimentaire, le RHB. C'était une invention d'un faux médecin qui prétendait guérir le diabète et soutenu par certaines autorités, sans rentrer dans les détails. Et cet épisode-là a fait couler beaucoup d'encre en 2016 et il demeure encore vivace dans l'esprit de la corporation et des citoyens. Son retrait du marché par le ministère a confirmé l'escroquerie et a poussé les autorités à se pencher sérieusement pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour les compléments alimentaires jusque-là inexistant. Donc, comme je disais tout à l'heure, le SNAPO n'a cessé d'alerter les autorités de santé sur tous ces produits qui ont envahi le marché. Nous avions, en 2017, le SNAPO Bureau d'Alger a organisé au Centre international des conférences une journée scientifique sur le thème des compléments alimentaires en présence des autorités de santé et d'un panel d'experts algériens et étrangers. Les autorités de santé étaient présentes lors de cette journée. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, auparavant, de journée scientifique et qui aborde le thème des compléments alimentaires. Ça a été fait en 2017. On était encore en train de travailler dans la commission du projet de cadre réglementaire sur ces compléments alimentaires. Et est intervenue donc suite à l'épisode du RHB une décision du Premier ministère à l'époque qui a créé un comité interministériel regroupant à la fois les représentants du commerce, de la santé, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Ce travail multisectoriel a été piloté. Le ministère de la Santé était en charge du pilotage de ce travail-là. Et donc, il y a eu une commission d'experts regroupant le syndicat national des pharmaciens d'officine, le conseil de l'ordre des pharmaciens
des botanistes, des universitaires, des pharmaconologistes, etc., etc. Parce que je dois dire aussi, ça je ne l'ai pas évoqué au début, que le projet de cadre réglementaire concerne les compléments alimentaires, mais il concerne aussi les plantes médicinales. Je me limite aujourd'hui aux compléments alimentaires. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pendant presque 3 années. Ce travail-là, j'estime qu'il est excellent. Il met en place donc les outils nécessaires d'encadrement en matière de composants, en matière de classification, en matière de conditions d'exercice, en matière de composition du dossier pour la commercialisation de compléments alimentaires. Il met en place aussi une commission d'allégation pour les allégations. Il met en place le contrôle des compléments alimentaires, des instances de validation et de nutrivigilance. Je suis désolé parce que je n'ai pas eu le temps de faire une présentation PowerPoint qui aurait facilité mon intervention. Je ne l'ai su qu'hier par rapport à mon intervention. Donc, je vais un tout petit peu, si vous permettez, pour l'auditoire et pour nos confrères médecins, rentrer dans les détails de ce projet sans vouloir être exhaustif. Je vais donner quelques indications. Alors, dans ce projet de cadre réglementaire, il y a un dossier technique du demandeur qui est adressé au ministère du Commerce, qui le transmet à l'autorité de santé et qui établit une attestation de classification quand il s'agit d'importation. Alors, pour les conditions d'exercice, la fabrication, pour les conditions de fabrication, la fabrication des compléments alimentaires doit répondre aux exigences d'une norme sur les médicaments qui s'appelle les bonnes pratiques de fabrication pour les compléments alimentaires. Nous avons voulu placer en termes de conditions de fabrication la barre très haute, parce qu'il existe des conditions de fabrication, ce qu'on appelle, c'est des normes HACCP, qui sont réservées aux compléments alimentaires, mais nous, on a été dans une sorte de moyenne entre les deux. Donc, les conditions de commercialisation au détail. On a demandé à ce que ces compléments, en termes de commercialisation, relèvent exclusivement des officines de pharmacie. Ce problème a été débattu par les différents, par le groupe de travail. Pour nous, en tant que pharmaciens, cette exclusivité possède un double enjeu sur le plan de la protection de la santé du citoyen. En tant que professionnels de santé, nous sommes impliqués et garants de la qualité et de la délivrance du produit. La réalité aussi, c'est que nous commercialisons ces produits sur le plan économique. Pour le pharmacien, c'est un autre avantage, bien entendu, mais le souci primordial, c'est la préservation de la santé du citoyen qui actuellement n'est pas proposé. Je dois dire que cette exclusivité n'était pas tout à fait acquise parce que le travail est abouti, je peux dire, à 95% pour ce projet de cadre réglementaire. Donc, il y a une décision à prendre, donc concernant et un arbitrage qui doit se faire incessamment. Alors, qu'est-ce qu'on a développé nous en tant que pharmaciens d'officine pour demander l'exclusivité en faveur du pharmacien pour la commercialisation de ces compléments alimentaires. Moi, je vais reprendre, tout à l'heure, je vous ai donné la définition algérienne, il y a des définitions européennes, mais en cherchant dans la littérature, il y a, même dans la définition européenne du complément alimentaire, il est assimilé à une denrée alimentaire.
Mais en cherchant, comme je vous ai dit, dans la littérature, j'ai remarqué que l'Académie nationale de pharmacie, de médecine et de pharmacie en France remet en cause cette définition. Les spécialistes insistent sur le fait que dans la mesure où le complément alimentaire peut présenter un intérêt éventuel dans certains groupes de population spécifiques, femmes enceintes, personnes âgées, jeunes enfants, leur utilisation relève du conseil médical et ou pharmaceutique. Donc, voilà, la conclusion pour nous, c'est que cette définition nous rapproche du produit pharmaceutique sans qu'il soit un médicament, mais dispensé et conseillé par un pharmacien. Si on entre dans l'argumentation scientifique, pourquoi est-ce que le complément alimentaire doit être conseillé, commercialisé, entre guillemets, dispensé dans une officine? Il existe, par rapport à ces compléments alimentaires, que dans le public et chez tous les citoyens, une approche très, très simpliste pour dire c'est formidable d'avoir des compléments alimentaires, il suffit d'en prendre au maximum tout le temps, toute l'année et presque à vie. Mais il y a des effets, des interactions néfastes entre les médicaments et certains compléments alimentaires, ça peut être des vitamines et autre chose. Ces interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses, en particulier chez les personnes recevant par exemple un traitement neurologique ou cardiovasculaire, on a pris une référence d'un journal de médecine internationale, le Clinical Practice, et dans les analyses, il y a eu 882 interactions. Il existe 882 interactions entre les compléments alimentaires et certains médicaments utilisés pour certaines maladies chroniques ou autres. Bon, on ne peut pas rentrer de façon exhaustive dans cette liste et traiter de toutes les interactions, mais à titre d'exemple, les oméga 3, par exemple, pourvoyeurs de prostaglandine 3 et activité anti-agrégant plaquettaire. Ça, c'est une contre-indication importante. Pour la B6, la pyridoxine B6, les AJR, apports journaliers recommandés, sont de 1,2 mg, mais à partir de 5 mg, on peut avoir des interactions avec la L-Dopa, anti-parkinsonien. Vous voyez que ce n'est pas anodin, et les exemples, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a à peu près dans les 882 interactions qui ont été recensées. Donc, pour pouvoir commercialiser un complément ou prescrire un complément alimentaire, il faut qu'il y ait ce cadrage juridique, il faut qu'il y ait un certain nombre d'outils juridiques et scientifiques pour éviter, il faut que le pharmacien ait une formation qui lui permette donc de questionner le client ou le malade qui arrive au niveau de son officine, qu'il puisse le questionner et il est compétent pour cela, pour savoir si ce malade a une maladie chronique et quel traitement il prend, etc. Donc, seul le pharmacien, de par sa formation et sa formation continue devenue obligatoire, possède les connaissances pour conseiller et prévenir ces risques. Autre motif que nous avons souhaité pour la commercialisation, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la compétence du pharmacien. Bien entendu, il y a la compétence du médecin préalablement qui peut conseiller à son malade de prendre une complémentation, une supplémentation en complément alimentaire, et donc et d'éviter, à partir du moment où il y a des traitements médicaux, d'éviter donc toutes ces contre-indications et donc conseiller de manière idoine. Pour nous, en tant que pharmaciens d'officine, en tant que syndicat national des pharmaciens d'officine, aucune structure de commercialisation autre que l'officine n'aura la compétence
académique pour la prise en charge du malade. Je dis bien de commercialisation. Bien entendu, nos confrères médecins ont cette compétence pour cela. On a aussi évoqué en argumentaire l'impact sur les dépenses de santé, les conséquences des interactions médicamenteuses, médicaments compléments alimentaires, c'est qu'une consommation inconsidérée peut entraîner la dégradation de l'état de santé et nécessitera une prise en charge médicale et des surcoûts de dépenses de santé. Il y a aussi une notion qui est très souvent oubliée chez nous en Algérie, dans les différents secteurs, c'est la traçabilité. Cette notion est devenue une exigence réglementaire. En Algérie, et fort heureusement, le médicament obéit à cette exigence grâce à sa dispensation exclusive en pharmacie. C'est ce qu'on appelle, en cas de problème quelconque, donc la décision de retrait d'un médicament ou de retrait d'un lot. Si les autorités sanitaires, donc le ministère de la Santé, à travers les directions de la santé et de la population, pensent qu'il y a un souci au niveau d'un lot ou d'un médicament, s'il a été retiré à l'international ou dans tel ou tel pays, les autorités sont là pour veiller à ce que l'Algérie souverainement fasse la même chose pour protéger la santé des citoyens. Donc, comment peut-on avoir de la traçabilité si on n'a pas des structures et qu'on puisse retrouver tous les maillons de cette traçabilité. Donc, à travers les officines et les 48 directions de la santé, ça nous est arrivé, ça arrive même dans d'autres pays, qu'on puisse demander le retrait d'un lot. Et concernant les compléments alimentaires, si ça devait être le cas lorsque le projet réglementaire sera mis en application, Inch'Allah, et paraîtra au journal officiel. Donc, on a déjà possibilité de retirer tel ou tel produit, tel ou tel lot, à travers un réseau identifié. Donc, c'est une vigilance sanitaire qui est nécessaire. D'accord? Donc, on a vu un exemple de quand il y a eu l'épisode du RHB. On a vu que les difficultés de retrait de ce produit ont été très graves, hein, parce qu'on n'a pas pu retirer de ce produit complètement du marché. Hein. On a l'exemple, hein, je le cite parce que nous, on était concernés, les laits contaminés pour nourrissons, il y a eu un retrait de lait contaminé, et comme il y a moins de traçabilité sur les circuits qui sont chargés de commercialiser les laits. Donc, ça a été un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Donc, ce qui peut garantir cette triptyque sécurité, traçabilité, santé, ce triptyque est indissociable. Rompre cet équilibre pourra constituer un problème de santé publique. Donc, c'est pour ça que quand on dit commercialisation exclusive en officine, ce n'est pas uniquement pour faire du corporatisme ou par souci économique et de rentabilité. Et les pouvoirs publics savent très bien que seules les 11 000 officines sont joignables à chaque instant, et quand il s'agit de veille ou de vigilance sanitaire, ils peuvent intervenir, et nous avec eux disponibles pour apporter l'aide nécessaire. J'avais parlé tout à l'heure du modèle américain et canadien en comparaison avec le modèle sur le plan réglementaire, sur le plan de la commercialisation, avec le modèle européen. Le modèle américain et canadien est plus libéral. J'avais donné un chiffre tout à l'heure. En Europe, la commercialisation se fait à 60% pratiquement dans l'officine. Et depuis de nombreuses années, ce taux est en train d'augmenter, malgré que on a laissé la porte ouverte en Europe
à la commercialisation dans certaines grandes surfaces. Hein. Mais le citoyen chez eux, le malade chez eux, se rend plus facilement dans l'officine et préfère se rendre dans l'officine de pharmacie. Donc, le modèle américain et canadien, c'est un modèle plus libéral. Les compléments alimentaires sont accessibles en grande surface et ce modèle obéit plus à des impératifs économiques sous la pression de beaucoup de lobbies. Un mot sur la nutri-vigilance. En Algérie, nous devons tenir compte de plusieurs facteurs objectifs et limitants par rapport aux pays européens et aux pays américains. C'est pour ça que quand on parle de commercialisation exclusivement dans l'officine, je ne pourrais pas comprendre, on ne pourra pas comprendre que complément alimentaire puisse être commercialisé dans une supérette. Quelle est la compétence du propriétaire ou du vendeur dans la supérette pour questionner le malade et l'informer sur les risques à prendre. Donc, le contexte socio-culturel différent de l'Europe et des États-Unis, et ce même modèle de consommation ne peut être transposé en Algérie. Il faut d'autre part aussi développer l'éducation du consommateur afin de l'éclairer sur les risques et les dangers liés à une utilisation irraisonnée et au mésusage des compléments alimentaires. Allô? Allô, vous m'entendez? L'absence d'une agence de sécurité des aliments complique d'autant plus l'ouverture vers une commercialisation non encadrée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Voilà. Donc, on a développé cet argumentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de cette commission chargée du projet de cadre réglementaire, à travers des arguments tout à fait objectifs. Objectifs, comme je viens de le dire. Donc, en ce qui concerne ce projet-là de cadre réglementaire, donc, il y a une liste des allégations autorisées sera proposée et il y a création d'une commission de validation des allégations de santé. Hein. Cette commission est prévue par le projet de cadre réglementaire et c'est une bonne chose pour que sur le marché, on ne mette pas en vente ou on ne commercialise pas n'importe quel complément alimentaire. Cette commission de validation aura donc toutes les prérogatives pour valider ou non un complément alimentaire sur la base d'un dossier tout à fait complet de fabrication, de contrôle, d'innocuité, etc. Donc, la publicité sur les compléments alimentaires sera soumise à un visa préalable. Si on se penche dans ce projet de cadre réglementaire sur le contrôle des compléments alimentaires, actuellement, il existe au niveau du ministère du Commerce des laboratoires de contrôle de la qualité et de l'emballage. J'avais omis de dire, hein, et pardon pour cette omission, que les compléments alimentaires à l'heure actuelle ne sont soumis pratiquement à aucun contrôle. C'est-à-dire que vous voulez importer un complément alimentaire, vous vous adressez au ministère du Commerce, vous fournissez les documents nécessaires, donc le dossier nécessaire pour importer. Préalablement, vous allez vous rendre au ministère de la Santé et on vous donnera un document comme quoi ce n'est pas un médicament. C'est sur cette base-là que le ministère du Commerce autorisera l'importation des compléments alimentaires. Et encore plus que cela,
ce complément alimentaire, quand il sera réceptionné en Algérie, vous allez me dire qu'il va être contrôlé. Eh bien non, il ne sera pas contrôlé. Le complément alimentaire importé subira un contrôle documentaire, c'est-à-dire un contrôle sur la base des documents. C'est-à-dire que ces documents fournis par le fournisseur sont complètement des allégations, en dehors des allégations. C'est-à-dire que je peux dire que mon produit, il est efficace à 100%, etc. etc. Donc, voyez l'insuffisance ou l'inexistence d'un contrôle dans par rapport à ces produits-là, d'où l'anarchie qui existe dans ce marché absolument terrifiant et dont les parts augmentent de jour en jour. En ce qui concerne, pour revenir au texte de ce projet-là, nous avons dans la commission donc qualifié bien entendu le laboratoire du ministère du Commerce, mais son expertise est insuffisante et nous avons introduit donc un autre support technique, c'est le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques qui est maintenant récemment intégré dans l'agence du médicament, donc qui a l'expertise technique, qui a tout le matériel, si je puis dire, pour pouvoir contrôler. Donc, on a un double niveau de contrôle qui est celui du ministère du Commerce et celui du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Rajouté à cela, nous avons intégré aussi le Centre national de toxicologie. D'accord. Donc, un mot très rapidement, si vous permettez, donc sur les instances de validation. C'est une demande de classification, j'avais dit tout à l'heure, un dossier complet qui est envoyé cette fois-ci au ministère de la Santé qui, lui, délivrera une attestation de classification. C'est le ministère de la Santé, c'est le passage obligé par le ministère de la Santé qui délivrera une attestation de classification. Cette demande d'autorisation, soit de fabrication, d'importation, de commercialisation, doit être préalablement adressée aux services compétents du ministère du Commerce. Si l'allégation est non autorisée par la commission, le ministère du Commerce peut saisir la commission chargée de l'établissement de ces allégations. Il y a aussi, dans ce texte-là, une nécessité de nutri-vigilance, comme il existe pour le médicament, le centre de pharmacovigilance. Donc, on a souhaité qu'il y ait cette institution d'alerte. Donc, il y a une fiche de déclaration des effets indésirables qui est annexée à ce projet. Elle doit être remplie par la personne ayant déclaré l'effet indésirable et envoyée au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Voilà, je pense que sans vouloir entrer dans trop de détails, j'ai voulu donc faire prendre conscience à l'auditoire de la situation sur un plan réglementaire, de la situation sur le danger de ces compléments alimentaires en termes d'interaction médicamenteuse. Ce sont pas des produits anodins, ce ne sont pas des produits qu'on peut prendre toute l'année et à toutes les doses et en quantité. Donc, mais là, effectivement, le citoyen, pour le citoyen, il ne lui incombe pas d'exercer son rôle de contrôle. Le rôle de contrôle, il est dû à l'État, et l'État, à travers les autorités sanitaires et tous les pouvoirs publics concernés par ce sujet. Je voulais juste rajouter que par rapport aux produits compléments alimentaires qui sont actuellement sur le marché,
on a découvert que, bien entendu, ces produits sont pas contrôlés ou pas du tout, sauf ceux qui sont fabriqués par les opérateurs de médicaments. Donc, on a découvert que dans certains compléments alimentaires, en recherchant un petit peu dans la littérature, que certains compléments alimentaires qui entrent en Algérie comportaient, figurez-vous, des principes actifs médicamenteux. Et donc, ça, c'est quand même assez grave. Et l'inexistence du contrôle a fait que ces produits-là entrent allègrement en Algérie avec tous les effets que cela peut engendrer. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. En tout cas, voilà, je viens de donner donc une idée relativement succincte de ce qui se passe pour les compléments alimentaires en Algérie. Notre souhait à nous, en tant que professionnels de santé et mes confrères médecins appurant, je suis sûr et certain, ce souhait, c'est que ces produits-là soient réglementés, qu'ils obéissent à des analyses scientifiques, à une fabrication qui correspond et qui répond aux normes, et qu'il y ait de la compétence à tous ces niveaux-là par rapport à l'utilisation de ces principes, de ces compléments alimentaires. C'est notre contribution en tant que syndicat national des pharmaciens d'officine depuis 3 années. Je dois dire que malheureusement, il y a un bémol. Bien avant cette épidémie de Covid-19, nous n'avions pas cessé de relancer le ministère de la Santé pour que ce projet de complément de réglementation puisse aboutir. Nous avons aussi relancé le ministère du Commerce parce que, comme je vous le disais tout à l'heure en début de mon intervention, il y a 5 ministères qui sont concernés et qui doivent apporter éventuellement leurs propositions ou valider le travail qui a été fait pour qu'en final, après validation de ces différents ministères, le projet puisse être validé définitivement par la commission qui a travaillé sur ce projet et transmis, bien entendu, dans les différentes étapes de correction de réglementation et transmis par la voie juridique normale aux autorités qui doivent signer ce projet de décret de réglementation. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste à votre disposition pour l'auditoire s'il y a des questions qui concernent bien entendu la réglementation. Merci.